Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans Cinéma Mon Amour sur Radioactive 100 FM, l'émission de tous les jeudis, une fois sur deux, mais pas tout le temps. Nous sommes le 7 décembre et c'est la 48e déjà. Bonjour et bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une heure de cinéma à passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe aussi parfois, tout ça avec de la bonne humeur bien sûr, un peu de mauvaise foi parfois, mais toujours avec passion et humour. C'est Cinéma Mon Amour. Alors, c'est un petit peu particulier parce que nous avons un stagiaire à la technique ce soir. Et donc voilà, c'est une émission voilà un petit peu aléatoire. J'espère que vous m'entendez. Voilà, d'ailleurs moi je viens de m'entendre. Voilà, donc on va peut-être commencer l'émission, même s'il n'y a pas eu de générique, c'est pas grave, hein. On enchaîne, on est pro, hein. Voilà. Oui. Voilà, on est pro. Alors, on va commencer l'émission justement avec notre jeune stagiaire de 3e qui fait son stage, Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Luc. Ça va? Ouais, bah écoute, c'est les aléas du direct, hein, Eh oui, malheureusement. c'est ça, mais oui, Je mais c'est pas m'excuse. grave. Je m'excuse auprès des auditeurs radioactifs qui ont dû peut-être avoir une minute de blanc, je pense, ou alors voir le générique deux fois défiler. Deux minutes. Ouais. Voilà. Voilà. On s'excuse platement et je vais mettre un mot dans le carnet de correspondance de Maxime. Ne vous inquiétez pas. Oui, parce que Maxime a laissé sa place à Nathalie, bien sûr, parce que nous faisons tourner les équipes voilà, pour... je ne sais pas pourquoi, mais on fait tourner les équipes. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Mais je ne suis plus aux commandes. Voilà. Ça fait bizarre. Et oui, et puis je te vois avec un petit rictus qui n'est pas très... Ah ben j'ai fait les mêmes bêtises. Ah oui, voilà. Donc, c'est amical. Exactement. Alors les amis, on est là, c'est pas pour faire du macramé, hein. On est là pour commenter, chroniquer des films ce soir. Combien on en a vu? Je sais pas, quelques-uns, une bonne dizaine. Ah, non, Maxime, oui, moi, beaucoup moins. Voilà, c'est très décevant. J'en ai vu 7. Mais 7 en ça- 48 heures. Là, ouais, bon, bah il t'a battu. Mais excusez-moi, je travaille accessoirement. Tu travailles aussi? Je travaille aussi de 7h30 le matin Ah, jusqu'à bah, c'est pour ça, 19h30, donc 17h30, donc ça fait un peu beaucoup. Tu es tout excusé et Je tout te pardonné. remercie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et Est-ce toi, que- tu bosses? T'as vu des films ou... Moi, je bosse, je ne fais que bosser, je ne m'arrête même pas, je vais même pas aux toilettes. Donc voilà. Maxime, est-ce que tu penses qu'il serait envisageable de lancer un jingle? Allez, c'est parti. Allez, on est fou. Allez, on est fou. Allez, à 3. Et bien voilà, tu as réussi ton premier jingle. C'est émouvant. À défaut d'avoir raté mon Attends. premier générique, voilà, j'ai réussi mon En tout premier cas, jingle. T'as loupé ton entrée, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave. Oh là là. Donc, on commence par de l'actualité cinéma avec l'Actua Ciné, de l'actualité du ciné. C'est la rubrique Actua Ciné. Et justement, c'est Maxime qui nous en parle ce soir. Bah oui, donc on va commencer donc par un acteur que j'aime bien, Jean Dujardin, qui a une double actualité très intéressante parce que on a un peu cette image justement depuis qu'il est revenu un peu de sa période un peu post-Oscar de Brise de Nice et aussi du retour de héros qui va bientôt sortir de Laurent Tillard, un peu une image de quelqu'un qui va que vers la comédie populaire alors que c'est faux. Puisque Jean Dujardin non seulement vient de tourner avec Gustave Delépine et avec Delépine et Kervern, Voilà, Gustave Carverne et Benoît Delépine, Benoît Delépine. excusez-moi. C'est pas Voilà, grave. donc un film qui va bientôt sortir, je pense qu'il sera peut-être à Berlin en compétition, qui va s'appeler I Feel Good. Et en gros, ça va raconter l'histoire d'un jeune quarantenaire qui va être expulsé du foyer familial et qui, juste après être expulsé, va avoir l'idée un peu folle de partir en Roumanie avec une bande, on va dire, d'immigrés d'Emmaüs pour essayer de monter une affaire de clinique esthétique. Voilà. Ah oui, ah mais d'accord, bon, ça faut s'attendre encore à un truc un peu barré, non, j'imagine. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et ensuite Jean Dujardin va bientôt attaquer un autre tournage. Alors voilà, on il l'appelle passe Jean de dans Delépine le à métier. Kerven à Quentin Dupieux. Ah oui, bah, alors là, on reste dans le Voilà, Dans le bizarre. Dans la le perchitude. bizarre, voilà, avec Le Dain. Donc ça va être l'histoire d'un homme, Georges, qui va quitter sa banlieue pavillonnaire et tout plaquer du jour au lendemain pour s'acheter un blouson en cuir 100% daim. Et cet achat va lui coûter non seulement toutes ses économies, mais en plus ça va le faire virer à l'obsession et ça va même jusqu'à le plonger dans un délire criminel.
Il y a des gens qui financent ce genre de scénario. Oui, Arte. Ah, ben d'accord, ok. J'ai rien dit. Et Il je paraît trouve qu'il ça va- très bien pour le cinéma français. Je partage ton. Donc voilà, et ça Ah va bah si, être- avec du pieux, faut toujours Voilà. s'attendre à quelque chose. Et Au en- moins, c'est original. Voilà, et en sachant qu'on aura peut-être 2 Dupieux cette année, puisqu'il vient de terminer le tournage d'un film qui s'appelle Au Poste avec Benoît Poulvorde, Anaïs de Moustier et un des 2 membres du Palmacho. D'accord. Voilà, Bon, et, c'est pas lequel. c'est en fait une enquête, ça va être sur 24 heures d'un poste de police sur une enquête policière totalement étrange. Totalement étrange, c'est un Euphémisme. euphémisme. Féminisme. Voilà. Mais c'est génial. Quelle actualité pour Jean Du. Ouais, grande actualité. Et donc là, je vais enchaîner avec un festival qui se passe sur Internet et qui peut être accessible à tous, qui s'appelle le festival Arte Kino. Absolument, c'est une très Voilà. bonne idée d'en parler. Voilà, donc ça a commencé le vendredi 1er décembre et je crois que ça se termine le 17 décembre. Et pendant cette période, juste en vous inscrivant sur Internet avec votre adresse email, vous pouvez avoir accès à 5 films européens qui ont été primés dans de grands festivals et et accès comme ça gratuitement à portée de clic. Tout ça à portée de clic, c'est Ça serait génial. intéressant de mettre le lien Oui, sur je notre le mettrai page, le lien Facebook. du site sur Facebook. Donc voilà, donc parmi les films, donc il y en a 10 au total sur l'ensemble de l'Europe, mais 5 d'entre eux ne peuvent pas être visibles parce que leur date de sortie française est très proche. Donc Arte privilégie justement les sorties françaises, mais parmi les 5 films restants, il y a Breed Night, un film allemand sur les relations père-fils, Chevalier qui est un peu une comédie grecque totalement barrée qui a été remarquée à Locarno, Colo qui a gagné, qui est un étonnant portrait social d'une famille confrontée à la crise économique, qui a gagné je crois un prix à Berlin en 2017, je crois que c'était le prix d'interprétation. Il y a eu Godless qui est une sorte d'un portrait qui est un portrait très fort sur une jeune fille morphinoane en fait, qui justement Morphinomane. est dépendante de la morphine. Mhm. Voilà, qui a gagné justement le Léopard d'or à Locarno en 2016. Et ensuite, il y a un film suédois qui s'appelle The Giant avec l'histoire d'un handicapé au visage déformé qui va se découvrir une passion pour la pétanque. D'accord, ok. Voilà, donc ça c'est sûr, ça donne pas très envie. C'est mais pas tous des films de Quentin C'est pas Dupieux. très vendeur quand même. Hein, Je sais, mais c'est à chaque fois Arte Kino fait des belles pépites. Et notamment l'année dernière, j'avais vu par Arte Kino La jeune fille sans les mains. Ah, la jeune fille sans main. Qui était La jeune fille sans main qui était une magnifique découverte. Donc voilà, c'est toujours plein de surprises et je recommande d'aller y jeter un œil. Voilà. Oui. Surtout que c'est gratuit, je le répète. Et ensuite, donc on va vite enchaîner avec justement aussi la création d'une plateforme en ligne, une plateforme e-ciné en ligne qui s'appelle e-cinéma. Et ça va être en fait chaque semaine un film qui n'a pas eu de distributeur en France. Ça, c'est bien ça. Voilà, et qui passe par des festivals un peu de n'importe où dans le monde, que ce soit il y en a de Locarno, il y en a un peu aussi de Sundance et des festivals américains, d'autres festivals américains. Et en gros, voilà, c'est ce qui est étonnant, c'est que cette fois-ci, en gros, c'est pas, il y a un abonnement de 5,99 €, mais on peut payer aussi à la séance à 4,99 €. D'accord. Voilà, et c'est une exclusivité pas formée ciné. Et le film d'ouverture, c'était le dernier film de Takeshi Kitano qui était Outrage Coda, le dernier de sa trilogie sur Outrage. Et il va y avoir des films, notamment deux films qui ont été très remarqués à Deauville, qui est The Bachelor avec J.K. Simmons, et un autre film qui est, je vais vous dire le nom de suite, qui est My Friend Dahmer, qui avait enchanté notamment la presse et les festivaliers. Voilà. Déjà, le concept est plutôt intéressant de cette plateforme, puisque, comme tu le disais dans une précédente émission, c'est qu'il y avait pas mal de films qui n'arrivaient pas à trouver de distributeurs, alors qu'il y avait quand même des films, pour la plupart, de qualité. Ça nous donne aussi l'opportunité de voir ce genre de film. Donc, à mettre aussi, je pense, sur notre page. Je pense que ça sera peut-être pas un concurrent à l'X-Fix, mais ça va peut-être un peu un peu penser sur réouvrir le débat sur la chronologie des médias, je pense. Oui, bon, en tout cas, s'ils n'ont pas de distributeur, ça pose aucun problème, hein, puisqu'ils ne sortent pas, au cinéma. Donc voilà. Là, ça pose aucun problème. Mais je trouve que dans tous les cas, c'est bien parce que nous qui allons à Cannes, qui avons la chance d'aller à Cannes, on voit beaucoup de films. Parfois, moi, je m'est arrivé de voir des films thaïlandais. Voilà, des Russes, roumains, voilà. Et s'ils n'ont pas la chance de remporter un prix, eh bien, ils ont
rarement la chance de d'être diffusé. Ou alors dans un très faible parc de cinéma, quoi. Par exemple comme la Lune de Jupiter qu'on avait parlé il y a, je crois, deux semaines, je crois, il y a 2 émissions, non pas 2 semaines mais 2 émissions, où là il a été diffusé que dans 30 salles en France. Oui, et nous l'avions en avant-première. Et il y avait une dizaine de personnes. Bon, c'est malheureux parce que ce sont des films qui ne bénéficient pas de promotion. Après, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de films qui sortent et voilà, c'est dommage. Moi, j'avais bien aimé ce film. Un peu bizarre, mais vachement intéressant. Un peu bizarre. Oui. C'est ce que tu trouves dans ce film. C'est pas bizarre. C'est pas qu'il est bizarre, c'est qu'il bizarre. Il est complètement azimuté, le film. Il mélange plusieurs genres. Et c'est intéressant. Moi, je trouve ça assez intéressant. Moi aussi. Puis très intéressant. La mise en scène était quand même assez remarquable. C'est déstabilisant. Ça, c'est vrai. Et ça fait du bien parfois de se faire bousculer. Voilà, et donc on va vite continuer par un vite hommage à Johnny Hallyday, justement, qui est disparu. Donc on va pas parler du chanteur, mais on va parler de l'acteur, parce que les médias oublient souvent que c'était quand même quelqu'un qui savait très bien choisir ses cinéastes, parce qu'il a quand même tourné avec Henri-Georges Clouzot, Claude Lelouch, alors Clouzot, Gavras, pardon. Mais non, Clouzot, il a tourné, il avait 15 ans dans Les Diaboliques. Oui. Bon, voilà, on peut pas dire qu'il a choisi mais bon, c'est quand même colossal, quoi. Tourner dans Les Diaboliques, bon voilà. C'est ça, enfin voilà, Clouzot, Lelouch, Gavras, Jonito quand même. Oui, alors c'est peut-être pas le film dont pas le meilleur, mais il était très intéressant. Moi, j'avais trouvé Vengeance, Patrice Lecomte et Sergio Cobucci, notamment, qui était un grand maître du western spaghetti italien. Oui. Donc voilà, donc c'est quelques grands noms qui ont... il jouait, c'était quoi, le spécialiste, non? Oui, c'est ça. Oh là là, j'ai vu des extraits. Il faut vraiment le faire, quoi. C'est Nanarland. Hein. Ah mais il avait tourné dans beaucoup de nanars aussi, Johnny. Il avait notamment Terminus, qui était un peu sur la vague des post-apo, post-Mad Max 2, qui était pas mal. Mais si je devais peut-être conseiller un film de Johnny, regardez L'homme du train de Patrice Lecomte, qui était vraiment pas mal et qui Jean-Philippe, avec Jean Rochefort. Oui, avec Jean Rochefort. Et Jean-Philippe aussi, qui était vraiment très très sympa. Avec Lucchini qui est en roue libre. Ça montrait aussi qu'il avait le sens de l'autodérision avec Jean-Philippe. Oui, bien sûr. Même dans tous ses derniers films, notamment avec Salaud en thème de Lelouch, où il y a la scène où il chante Allumer le feu devant Jean Dujardin. Oui, alors pardon, on l'a pas vu. Oui, moi non plus, je ne l'ai pas vu, mais si tu avais regardé hier soir les émissions depuis hier, où on nous l'a annoncé, ça fait partie des extraits qu'on nous montre assez régulièrement sur n'importe quelle chaîne. Et après, rapidement, une bande-annonce pour parler de Marie-Madeleine, le nouveau film de Gareth Davis qui avait fait Lion. Voilà, avec René Marat dans le rôti de Marie-Madeleine et Joaquin Phoenix dans la peau de Jésus. Oui, dans le rôle-titre, oui. Dans le rôle-titre, j'entends le rôti de Marie-Madeleine. Non, le rôle-titre. Pardon, excuse-moi. Excusez-moi, spectateur, si vous m'entendez aussi pareil. Il a dit rôle-titre. Alors c'est moi. Je dois avoir un passe-bas ou un passe-haut dans mes écouteurs. Donc voilà. Moi, ça m'a donné envie cette bande-annonce. Moi, le truc, c'est que j'avais envie de dire à la fin de la bande-annonce, assis-toi, biopic consensuel qui sort sur la vague des films religieux qui cartonnent au box-office US. On n'attendait que toi. C'est très bien. Tu profites d'être derrière en fait pour balancer des choses forcément désagréables. Je l'aurais fait même devant. Alors, attendez. Je l'aurais fait même devant. Pardon de vous le dire parce que c'est une phrase consacrée maintenant. Pardon de vous le dire, mais on a quand même 2 des meilleurs acteurs actuels. Hein, oui. Donc l'ancienne, enfin le prix d'interprétation à Cannes de l'an dernier et le prix d'interprétation à Cannes de cette année masculin. Et 2 acteurs que j'adore. Je pense que Joaquin Phoenix est le plus grand acteur actuellement. Voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. On est tous d'accord autour de cette table. Très bien, merci. Depuis un petit moment, depuis The Master, moi, perso. Puis bon, bref. Oui, même avant. Oui. Il avait montré quelques signes qui pouvaient prétendre au titre. Voilà. Et je me demande, je me dis forcément que s'il est là-dedans, c'est qu'il y a forcément un intérêt. Et s'il y a René Marat un intérêt. Alors moi, j'ai vu les fautes, j'ai vu la bande-annonce aussi. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que j'ai pas confiance dans le réalisateur et j'espère qu'il va me contredire. Tu as toujours peur. Oui. Alors que moi, tu vois, je suis confiante. Ah ben c'est bien. Ça fait que. Déjà, il y a Joaquin Phoenix. Joaquin. Oh là. Merci, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est bien, c'est pas mal. Hein. Je sais pas ce que je veux dire. C'était assez fourni quand même. C'était assez fourni. Voilà. C'est exact. Bon. Eh bien, on enchaîne avec la première chronique. Et c'est toi, Maxime, qui va nous parler. Tu vas nous faire rêver. Tu vas nous parler de Noël et du dernier Shabbat. À la Shabbat, oui.
Donc Santa NC du coup. Et compagnie, est-ce qu'il est à la hauteur de nos attentes? Alors, ça dépend les attentes. Ça va être ça. Donc je vais vite dire l'histoire. Rien ne va plus à l'approche du réveillon. Les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps. Un coup dur pour Santa Claus, plus connu sous le nom du Père Noël. Il n'a pas le choix. Il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses reines pour aller chercher un remède. Voilà. Donc c'est un peu le pitch du Alain Chabat. Et c'est un peu ce qu'on attend, disons que c'est un peu ce qu'on attend d'un Chabat, c'est-à-dire c'est une BD filmique, voilà. C'est une grande BD filmique de quasiment 2 heures, avec ses qualités et ses défauts. Donc parmi ses qualités, c'est magnifique visuellement, ça on ne peut pas le dire. Il est allé chercher toutes les meilleures boîtes de France en termes d'effets spéciaux, et ça se voit. Vraiment, les effets spéciaux sont magnifiques, la mise en scène est vraiment de bonne qualité, et il y a presque une poésie qui se dégage justement des images. Et voilà, et puis voilà, donc après les directions d'acteurs est toujours excellente, c'est-à-dire que Chabat va à chaque fois chercher des acteurs qui sont dans un registre particulier mais qui pourraient coller dans leur univers, c'est-à-dire que normalement Pio Marmaille et Gosefa Farhani fonctionnent très très bien dans leur registre, c'est-à-dire qu'un peu un registre dramatique, ça apporte une petite touche un petit peu on va dire plus sérieuse à Chabat, mais ça fonctionne très bien dans l'ensemble du long métrage. Voilà, et après, c'est plus au niveau. Après, c'est un scénario de BD, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont un peu plus développés, qui sont un peu plus fonction, comme notamment, je pense, au duo de flics du Palmacho, qui sont là pour faire quelques vannes et qui sont là pour être un peu les antagonistes par défaut du film. Voilà, mais c'est plus, mais on va dire, c'est pas un défaut majeur en soi. Ça amène quelques facilités scénaristiques, c'est un peu un défaut. Là où je pense que le film pêche un tout petit peu et moins bien qu'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, puisque c'est là, je pense, l'attente de tout le monde, c'est est-ce que Chabat va revenir au niveau de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je trouve que l'humour, il essaie en fait de faire de l'humour pour les enfants, mais aussi pour les plus grands. Et je trouve que autant toute la partie pour enfants, toutes les vannes justement destinées aux enfants fonctionnent, mais les vannes un peu aux adultes, même s'il y a d'énormes clins d'œil à la période des nuls, il fait venir des caméos qui sont un peu dantesques, notamment dans les 20 premières minutes, on voit Jean-Pierre Bacry déguisé en Père Noël, qui apparaît comme ça. On va peut-être pas gâcher les caméos. C'est un des caméos sur tout le film. J'ai dit vraiment celui qui spoilait moins, qui avait le moins d'importance dans l'intrigue ou le moins surprenant. Donc il y a vraiment des petites touches un peu d'humour des nuls qui se dessinent. Il y a quelques blagues sur le patronariat, mais c'est pas à la hauteur il retrouve pas la magie qu'avait fait Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Mais pourtant, ça reste quand même un divertissement très sympa. Vraiment, je conseille d'y aller en famille et je pense vraiment que petits et grands vont quand même sortir avec le sourire du film. Voilà. Ça tombe bien qu'il sorte à Noël, non ? Oui. D'ailleurs, il a fait une sorte de petite parodie parce que Maria Carey sortait un film aux États-Unis à Noël. Ah oui, c'est exact. Et il a pris le même pyjama et il a fait un discours en anglais à Maria Carey en lui disant qu'en gros, il sortait le même film qu'elle à Noël. Je la mettrai peut-être, je pense, soit dans la barre description du podcast YouTube, soit dans le petit Facebook. D'ailleurs, ça me permet de passer un peu un truc, c'est que oui, le podcast n'est pas disponible, mais il le sera vendredi. Voilà. D'accord. Vendredi, le podcast sera... Le podcast de l'émission la semaine dernière sera disponible, et je pense que samedi ou dimanche, celui de cette émission-là sera disponible directement. On le mettra sur la page Facebook, et sur le site de Radioactive aussi. Super, merci pour cette chronique qui m'a l'air quand même plutôt objective. Toi, tu l'as pas vu ? Il m'a pas donné envie. Ah mince. Pourtant, Noël, c'est une religion. Et franchement, tu as tort parce que c'est vraiment, c'est sans être le film du siècle, c'est vraiment un film vraiment sympa et très honnête. Dedans, il y a c'est très rare d'avoir dans une comédie française. Et c'est très rare d'avoir, aujourd'hui dans la comédie française, vraiment des auteurs qui sont non seulement honnêtes, mais aussi un peu, on va dire, qui ont vraiment conscience de faire quelque chose, pas pour l'argent, mais vraiment pour. Ah non, mais j'en ai pas conscience. Pour l'argent, mais pour la poésie et justement et puis pas prendre les spectateurs. Mais la bande-annonce m'a vraiment pas donné envie. Alors peut-être que quand j'aurai un peu plus le temps, c'est bientôt les vacances. C'est bientôt les vacances. Ouais. J'irai peut-être le voir, mais non, il m'a pas inspiré.
Ben d'accord. Eh bien, écoutez, j'imagine que c'est pas la peine de vous inviter à y aller. Je pense que c'est quand même le film de Noël, c'est Chabat, il faut se faire son idée. Et visiblement, voilà, les grandes marques de chroniqueurs vous invitent à aller le voir. Allez-y, courez. Et voilà, c'est la précision, ça. C'est l'horlogerie suisse maintenant, Maxime, là. Il faut 20 minutes et après il est au taquet. C'est impeccable, superbe transition. Jingle. Je me lève pas pour faire la hola, mais j'y pense beaucoup. Alors, ça me donne la possibilité, cette superbe transition, de parler de lancer la deuxième chronique. Et c'est Nathalie. Pour un film, aussi qui est plutôt attendu quand même, puisque c'est le dernier film de George Clooney. Et qui s'appelle Bienvenue à Suburbicon. Suburbicon, exactement. Donc, Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle où, aux maisons adorables, aux pelouses impeccables, l'endroit est parfait pour une vie de famille. Durant l'été 59, tous les résidents semblent vivre leur rêve américain dans cette petite parcelle de paradis jusqu'à un événement. Je ne dirai pas lequel parce que ça fait quand même partie du film et en plus il n'est pas trop montré dans la bande-annonce. Alors, le film est un petit peu long à mon goût avant de démarrer. La mise en place est un peu laborieuse, mais une fois que tout est en place, ça se déroule. On passe un agréable moment. La question que je me pose, c'est est-ce que l'association des frères Cohen avec George Clooney soit une bonne idée. On aurait pu penser que mélanger ces trois esprits, on va dire, soit un scénario qui pète bien. C'est vrai que la bande-annonce le vend plutôt bien. Je suis un petit peu restée sur ma faim. La réalisation, elle est bonne, même s'il y a, à mon goût, encore une fois, aucune surprise. Le rythme, par moments, pêche un peu. Les acteurs sont excellentissimes. Vraiment, que ça soit George Clooney, Julianne Moore ou tous les autres. Matt Damon, voilà. Oui, parce que pas George Clooney. Matt Damon, Julianne Moore, ils sont vraiment excellents. C'est des excellents acteurs. Voilà. Le petit garçon est extraordinaire. J'ai adoré le petit garçon. Mais l'histoire, au bout du bout, n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, je sais qu'en général, les frères Cohen, il y a certaines histoires qui sont un peu absurdes, mais il y a quand même quelque chose qui nous envoie, qui nous enlève et qui nous emporte. Là, je l'ai trouvé sans but, en fait. C'était un petit peu... voilà. Et il n'y a pas de surprise. Voilà, j'étais un petit peu... Voilà, ce que j'aime avec que ce soit les films de Clooney ou des frères Cohen, c'est qu'il y a quand même des surprises qui arrivent ou qui s'enchaînent. Sauf que le dernier film de Clooney, c'était une mauvaise surprise. Les Monuments Men, là. Oui. Bon, bref. Je voulais rebondir de manière humoristique. Oui, mais là, c'est quand même un film un petit peu à part, puisque c'était par rapport à une histoire. Est-ce que les frères Cohen ont participé au scénario? Alors, il s'agit d'un vieux scénario. D'après ce que j'ai compris, c'est pas qu'ils ont participé, c'est qu'en gros, c'est pas très clair, mais en gros, c'est-à-dire que les Cohen auraient donné un vieux scénario qui se traînait dans les tiroirs à George Clooney, qui devait faire dans les années 90, et Clooney a un peu réécrit dessus. Voilà. Oui, je crois même que en fait, si je ne m'abuse, c'est Clooney qui avait envie d'écrire, de raconter une histoire sur une banlieue et puis ce type d'histoire. Il se trouve que les frères Cohen l'ont dit, on avait écrit un scénario, ils l'ont ressorti parce que les frères Cohen écrivent et ils écrivent des tonnes de scénarios qui ne se réalisent pas. Ils ont sorti ce scénario et Clooney est parti dessus. Après, s'ils l'ont mis au placard, c'est qu'il y a une raison. Et moi, je pense vraiment, et ça se sent durant tout le film, que j'ai eu l'impression de voir un brouillon de Fargo. Un brouillon, voilà, avec quand même une charge antiségrégationniste quand même sous-jacente. Oui, visiblement, ça reste quand même un film anti-Trump. Oui. Il est présenté un peu comme ça. Mais c'est total. Je comprends pourquoi. Totalement. Il est présenté comme ça, et je trouve que en fait, on retrouve Fargo en fait dans quasiment
tout le film, dès la première minute, on sait exactement ce qui va se passer. On sait que pas de surprise. On retrouve des mécaniques même comiques de Fargo. Certains trucs, notamment la mort qui arrive un peu bêtement. On retrouve vraiment des gimmicks. L'absurde, exactement. Des gimmicks en fait des Coen, et je trouve ça dommage et ça enlève la surprise. Après, le film n'est pas mauvais en soi. Mais on a quand même une petite déception parce qu'on en attendait beaucoup. Et il était super bien vendu quand même. La bande-annonce était quand même... Alors c'est marrant parce que j'ai lu quand même quelques critiques qui reprenaient un petit peu ce que tu disais. C'est-à-dire que la première partie est un peu laborieuse, on s'apprend un peu dans tous les sens. Et visiblement la deuxième déroule plutôt bien. Voilà. Alors... C'est ce que moi j'ai lu, donc ça rejoint ce que moi, alors je sais pas dans ta séance comment ça s'est passé. Moi, il y avait personne qui a vraiment ri en fait. Alors moi, moyenne d'âge 50 ans. Oui, moi pareil. Mais par contre, j'étais la seule à rire. Je sais pas si c'est un bon message ou pas. Non, mais c'est un film qui est vraiment très noir. C'est un film qui est très noir, donc c'est vrai que c'est un humour noir qui est très particulier, même pour ceux qui adorent le cinéma de George Clooney, qui ont vu ses précédents films, c'est sûr que aller voir du George Clooney et finalement se retrouver devant une pâle copie de Fargo. Pas être méchant, voilà, je vais dire presque un pot pourri des Coen, c'est pas. Oui, mais malgré ça, j'ai quand même réussi à rire. Lui, moi aussi. Lui, il aime ce cinéma. C'est très sympa, c'est très rythmé, mais voilà, c'est un film qui sera assez vite oublié, moi je pense. Et et d'ailleurs, je crois qu'outre-Atlantique aussi, le film ne fait pas du tout l'unanimité et je crois qu'il se fait déchiqueter dans tous les sens. D'accord. Que dommage. Ce qui est dommage. Après, si t'as pas une bonne histoire ou un bon scénario, comme le disait Maxime, s'il n'était pas dans un fond de tiroir, c'est qu'il avait peut-être éventuellement une raison. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment, comme je le disais, un brouillon, je pense, de tout ce qu'a fait Coen. Voilà. Ok, très bien. Merci. Merci à Nathalie, qui l'a chroniqué quand même. De rien. Je t'engage, Maxime, à enchaîner sur une chronique un petit peu particulière, puisque tu as voulu puisque je vais mettre deux films en parallèle. Voilà. Alors, ces deux films ont un point commun, qui est que les deux films repoussent la frontière entre le documentaire et la fiction. Donc le premier s'appelle Braquinho et c'est un moyen métrage documentaire réalisé par Clément Cogitor, qui est d'ailleurs disponible sur Arte Plus 7 gratuitement jusqu'au 20 décembre. Voilà. Tout à l'heure c'était jusqu'au 17. Non, mais ça c'est autre chose. Ah, d'accord. C'est-à-dire en fait c'était un film qui est sorti au cinéma et qui ensuite a été diffusé en fait sur Arte, comme ils le font des fois avec leur fiction. Ok. Voilà. Donc, c'est un moyen métrage documentaire réalisé par Clément Cogitor qui s'était illustré il y a 2 ans avec le très bon Ni le ciel ni la terre, que je vous recommande fortement. Ici encore, Cogitor va poser sa caméra sur un microcosme menacé par l'arrivée d'étrangers. Plus exactement sur un petit territoire au milieu de la taïga russe où deux familles en conflit vivent isolées du reste du monde, mais ce territoire est convoité par des militaires russes. Si les premières minutes nous laissent craindre un reportage aussi intéressant qu'un épisode de chasse et pêche, Cogitor distille par sa mise en scène une tension grandissante qui saisit le spectateur aux tripes sur certaines scènes. Si certains salueront cette initiative de transcender cette histoire par l'utilisation de certains codes stylistiques inhérents au genre, du fantastique, du thriller ou du western, j'ai été pour ma part assez partagé par le film. Ce qu'il faut savoir de moi, c'est que quand je suis face à un documentaire et qu'un cinéaste essaie de donner un petit côté fictionnel à son histoire, je déteste quand il trahit la véracité de l'histoire. Et j'ai eu l'impression, ou du sujet qui filme, et j'ai eu l'impression que ça a été le cas un peu avec Braquinho, parce qu'il y a dans le film certains retournements de situation, pour pas trop spoiler, qui sont un peu difficilement crédibles. C'est la différence entre un film et un documentaire. Un documentaire doit coller à la réalité. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ce que je dis, c'est qu'en fait, le film aurait, je pense pour moi, pu faire une excellente œuvre de fiction. Mais je trouve que le fait que ce soit un documentaire, que ce soit vrai, mais qu'on a l'impression un peu dans les images qu'il instrumentalise un peu l'histoire au service de sa mise en scène, ça donne quelque chose de faux. Voilà. Et c'est ce que je reproche à ce film, c'est disons, l'écueil qu'il n'y a pas dans Makala, l'autre film que je vais vous parler, qui est le deuxième documentaire d'Emmanuel Grasse, qui a remporté le Grand Prix de la dernière édition de la Semaine de la Critique à Cannes. Et en fait, on va suivre, en gros, pendant 1h30, le destin de Cab Wita, qui décide de partir sur les routes dangereuses et épuisantes du Congo afin de rallier la ville pour vendre le fruit de son travail, qui va être en fait du charbon, et offrir un avenir meilleur à sa famille. Et là,
Emmanuel Grasse en fait utilise sa mise en scène aussi de manière assez sensorielle. Il y a quelques références au genre, notamment à l'expérimental. J'ai beaucoup pensé à Jerry de Gus Van Sant durant le film, mais là en fait ce que j'ai ressenti, c'est que d'un côté j'ai eu l'impression de me retrouver, à part les 10 premières minutes où c'est assez où il parle un peu face caméra, où il y a un peu une voix off, devant un vrai long métrage. Mais d'un autre côté, il le filme avec tellement de pudeur, tellement de distance et tellement de justesse qu'en gros on comprend que c'est un documentaire de suite. Et c'est là, il trahit pas la vérité, et même, je dirais, il transcende la vérité pour justement nous mettre à la place de cette personne qui justement fait des milliers de kilomètres pour aller vendre du charbon pour pouvoir construire une maison à sa famille. Et j'ai trouvé vraiment ce documentaire, bon, parfois il y a quelques longueurs, mais j'ai trouvé ce documentaire très beau, très pudique, et je comprends tout à fait qu'il ait chaviré justement tout le jury de la semaine de la critique à Cannes. Voilà, et je vous le recommande, et il passe au Royal. Super, c'est très bien de citer les lieux de diffusion. Merci pour cette chronique qui était vraiment très intéressante. C'était très intéressant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est la chronique, on enchaîne. Un homme intègre, oui, Monsieur Luc. Est-ce que vous voulez que je le fasse ? Vous êtes chaud ? Est-ce que vous êtes chaud dans la Oui. salle ? Oui. Voilà. Parle-nous du prix Un certain regard, qui notamment est une sélection intelligente, mais cette année c'est vraiment grand public, et Frémo a vraiment bien fait son travail. Il commence bien. Il est drôlement en forme, ça fait plaisir. Alors, Un homme intègre de Mohammad Rasoulov, iranien de son état et actuellement en résidence surveillée, donc c'est moins marrant, en résidence surveillée, privé de liberté de circuler et bien sûr de travailler, suite à la tournée de promotion de son film, donc Un homme intègre. En gros, il est arrivé à l'aéroport, ils lui ont confisqué son passeport, il risque jusqu'à 6 années d'emprisonnement pour, je cite, activité contre la sécurité nationale et propagande. Un peu... Bon, voilà, donc quelques éléments de contexte, je commence par ça. Pour revenir au film, je dois dire que ça fait partie des belles surprises de Cannes. Et visiblement, je n'ai pas été le seul, puisqu'il a obtenu le prix donc, de la compétition Un certain regard, sélection dans laquelle il concourait. Une sélection que moi j'aime beaucoup, parce que l'on voit généralement le meilleur des films des quatre coins du monde. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. En 2 mots, voici l'histoire de cet homme intègre. L'histoire de Reza, c'est lui, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, qui mène une vie retirée et se consacre à l'élevage de poissons d'eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ? Voilà un dilemme. Alors j'entends parfois certains mauvais coucheurs ou rabat-joie, dont sans doute je faisais partie il y a une vingtaine d'années, dire oui, vous encensez les films iraniens ou afghans ou ceci machin par complaisance artistique et tout machin. Bon bref, au-delà du fait que je vous dirais bien d'aller vous faire cuire les fesses, je vous invite surtout à aller le voir parce que pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'un western et je vais même jusqu'à dire que ça pourrait largement être un film de Clint Eastwood, un western d'Eastwood. Tellement la proximité avec ses thèmes de prédilection est importante. Un homme qui gêne et qui se dresse devant un plus puissant que lui et se confronte à une administration corrompue et complice, c'est du Eastwood, on est bien d'accord. Ah mais Eastwood, c'est Eastwood quand même. Alors, mais je vais enfoncer le clou. Le deuxième parallèle que je fais avec Eastwood, c'est son sens de l'image, et tout spécialement des paysages. Et là, il les intègre magnifiquement au récit. Tu l'as vu toi, Maxime ? Oui, je l'avais vu à Cannes et j'avais vraiment adoré. Enfin, après, moi, j'avais pas fini la chronique, mais pas forcément très original. Parce qu'il y a des films comme Léviathan, il y a d'autres films qui traitent un peu de ce sujet-là. Mais je trouve vraiment qu'il y a une force dans ce film qui se dégage et qui nous prend au trip de la première à la dernière minute. Et surtout, les 2 acteurs sont tellement incroyables. Merci, attends de me bousiller ma chronique. J'ai pas fini en fait. C'était juste pour mettre une petite respiration. Ah. Mais non, c'était juste la question, c'était donc tu l'avais vu. Oui. Voilà, oui, c'est tout. Merci. Voilà. Donc c'est ce que je disais, c'est qu'il intègre magnifiquement les paysages. Je vais te redonner la parole, mais je sens bien que c'est difficile aujourd'hui. Donc il intègre magnifiquement les paysages. Tu lui donnes du pouvoir. Tu vois ce que c'est quand on est coupé dans notre chronique. Exactement. C'est désagréable. Hein. Ah, c'est insupportable. Ouais, c'est pas comme s'il me le faisait quasiment à chaque émission. Je suis d'accord avec toi quand même. Exact.
Et pour, Tu oui, peux mais continuer. quand je coupe, je ne raconte pas la fin de la chronique. Je coupe. Voilà. C'est exact. Mais là, Attention. tu peux y aller. Je te sens chaud, là, par Ouais. contre. Vas-y. Donc, justement, pour enfoncer le clou, je dirais que comme Eastwood, Mohamed Rasulov fait de son héros, ou de ses héros, puisqu'il est question d'un couple face à l'injustice. Et ces deux acteurs, comme tu viens de le dire, sont magnifiques, sont très beaux, déjà au demeurant, mais aussi magnifiques d'intensité. Ce que tu viens de dire, je te remercie. Il faut voir cet acteur, franchement, il faut vraiment le voir, qui contient sa colère et sa rage. Reste à savoir si elle va éclater ou pas, et de quelle manière. Mais en fait, ce que je voulais dire dans mon dernier parallèle, c'est également toute l'intelligence qu'il y a dans les films d'Eastwood. C'est qu'il ne s'agit, comme on les voit dans les films d'Eastwood, pardon, c'est qu'il ne s'agit pas d'une croisade univoque et manichéenne. Voilà, ça vire à un moment dans le drame kafkaïen, quoi. Bon, j'en dirai pas plus. Donc, allez le voir. Ce n'est pas un film sur l'Iran, mais un film en Iran, qui dit des choses sur l'Iran, bien sûr, mais avec une histoire purement universelle, racontée avec beaucoup d'intelligence. C'est du vrai cinéma. Voilà. Et pour finir sur une parabole, pas très joyeuse du coup, c'est que justement le réalisateur, en voulant traiter et parler d'intégrité, et ce avec honnêteté et intégrité, eh bien, il se retrouve presque dans la situation de son héros, et peut-être même en plus mauvaise situation. Voilà. Et le distributeur du film, ARP, a lancé une pétition, voilà, pour demander en gros la libération de Mohamed Rasulov. Voilà, une pétition qu'on peut trouver sur change.org. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Maxime ? Non, ben non, t'as tout dit. Très bien, Luc. Ah, merci. Je te remercie, ça me fait plaisir. Non, mais oui, non, c'est J'aime un bien les magnifique compliments. film, il passe au Royal et je le recommande. Oui. Il va passer au Royal la semaine prochaine Exact. et je le recommande vraiment. Voilà. Oui, c'est vraiment un film, voilà, un vrai film de cinéma avec une vraie intrigue. Voilà. Rassure-moi, t'as parlé de ton film ou t'as parlé d'un film de Clint Eastwood ? Parce que aussi à Cannes, il y avait un film de Clint Eastwood qui nous était présenté 25 ans après la sortie. Donc, Exactement, mais oui. En fait, ce qui est quand même assez rigolo, c'est que je n'ai pas vu ton film. Par contre, j'ai vu la copie restaurée d'Impitoyable. Impitoyable. Et quand tu me parles de ce film-là, j'ai l'impression que tu me parles Exactement. d'Impitoyable. Exactement, c'est exactement ça. Ben, j'ai Impitoyable dans la tête, mais tu prends José Wells, tu prends Pell Rider, tu prends même des films plus récents. Léviathan, d'autres films. De Eastwood, pardon, je parlais d'Eastwood. de Eastwood. Voilà. Suis la conversation. À moins s'il qu'il te ait fait un plaît. Léviathan, mais dont je ne Suis connais le pas. volume. Alors en parlant d'Impitoyable, il y a une restauration 4K donc, qui est sortie, qui a été présentée à Cannes, et qui va être diffusée, ou qui est peut-être diffusée au Pâté Liberté Oui, prochainement. dans le courant du mois de janvier, mais je mettrai Ouais. la date exacte directement sur le. Il y aura la Clint page Eastwood Facebook. aussi. Il y aura Clint Eastwood, mais il sera derrière la caméra, donc tu ne pourras pas le voir. Il sera derrière Je m'en l'écran, fiche, quoi, je si l'ai tu déjà veux. vu. Ben, moi aussi, il se trouve que je l'ai déjà vu. Eh bien, c'était bien. Elle était bien, ma chronique. Très bien. Vous êtes toujours sur Radioactive 100 FM, il est 19h16, chers auditeurs. J'espère que vous êtes toujours là. Ce serait dommage, on se retrouve que tous les trois. On enchaîne avec la 5e chronique, un film Thelma. Voilà, Thelma bien. Oui, de Joachim Trier. Donc Joachim Trier, c'est un immense cinéaste norvégien, jeune et immense cinéaste iranien, parce qu'il a fait un de mes films préférés du début des années 2010, qui s'appelle Oslo 31 août, Absolument. Très qui bon est un film magnifique. Et là, donc, qui change totalement de registre, c'est-à-dire que là, il va pas plus faire du drame ou un peu en filigrane, mais il s'attaque vraiment au film de genre. Donc voilà, donc là, Thelma, en gros, sa première incursion dans le fantastique pour être exact, et pour simplifier l'histoire, il s'agit d'une jeune étudiante timide et croyante en Dieu qui se découvre qu'elle est possédée par d'étranges pouvoirs et en même temps, elle découvre son homosexualité. En gros, si on veut être méchant, on peut dire c'est Scanner qui rencontre la vie d'Adèle. Ah, ça faisait Mais longtemps. je ne serais ça pas- faisait longtemps. Voilà, Tes mais- collusions de films, ça faisait longtemps. Ça me manquait, mais en fait, pas tant que ça. En Pas fait. tant que ça. Mais je vais pas être méchant parce que ce film est vraiment Ah non, mais bien tu l'as déjà fait. été. Arrête, c'est déjà fait. Non, mais bon, bref, je vais pas me rattraper. Non, ce film est vraiment Tu vas bien. nous dire aussi que les images sont bien léchées. Disons. Non, bon allez, je vais reprendre. Je vais essayer de garder mon sérieux. Non, disons que Joachim Trier, c'est un film qui a beaucoup de références. Notamment, on va penser en le voyant un peu à Carrie, un peu à Grave,
un peu aussi à Amorce. C'est un film en fait sur vraiment une sorte de conte, je dirais, de conte fantastique un peu noir sur vraiment l'éveil, je dirais, sentimental, sexuel et le passage à l'âge adulte d'une jeune femme. Et je trouvais que malgré le fait que il y avait un peu un symbolisme un peu, je dirais, un peu lourd par moment, je trouvais que c'était vraiment un film qui est très intéressant, qui mérite d'être vu. Et ce qui est bien, c'est que Trier apporte toujours une petite patte un peu. Il a toujours une sensibilité dans l'écriture qui fait que ces personnages sont toujours intéressants. Et voilà. Et même s'il est un peu bouffé par ses références, il apporte quand même une patte un peu propre au long métrage qui fait qu'il est un peu unique et très intéressant. Et très intéressant à voir. Voilà. Alors moi j'avais vu la bande-annonce, elle m'avait fait un peu peur. J'avais trouvé les effets spéciaux un peu trop too much. Non, non. Et même à la limite du cheap. J'avais un peu, mais bon, j'aime bien Joachim Trier. Faut voir. Je dirais que si je veux être honnête et objectif, il y a peut-être une scène, je vois laquelle tu parles dans la bande-annonce. Oui, elle est un peu cheap. Mais sinon, à part ça, tout le reste, c'est super bien tenu et c'est vraiment... et je trouve ça vraiment très intéressant et je vous recommande d'aller le voir. Il est au Royal, c'est la dernière semaine où il va être diffusé. Et allez-y, vraiment, je vous le recommande. Ok, super. Merci pour cette recommandation. Nathalie. Oui. Tu es là. Oui, toujours là. Tu vas nous parler du film de Xavier Beauvois. Oui. Les Gardiennes. Les Gardiennes, avec Nathalie Baye et Laura Smet. Nous sommes en 1915, à la ferme du Paradier. Les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillons donc sans relâche, la vie est rythmée par le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne de cette famille, engage une jeune fille de l'assistance publique pour la seconder et Francine croit avoir enfin trouvé sa famille d'accueil ou sa famille d'adoption. Alors avant de commencer, les deux actrices que je viens de nommer sont absolument éblouissantes. Leur beauté est mise en valeur, vraiment, parce que bon, c'est un truc naturel. Enfin, c'est filmé au naturel. On est, on va dire, en 1915, sans maquillage ou très très peu. Et c'est d'une beauté éblouissante. Elles sont incroyables. Elles sont filmées avec amour et tendresse. Tous les acteurs de ce film sont excellents aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. La photo est sublime. On a des plans sur des natures pour montrer le temps qui passe et sur des scènes de vie à la ferme qui sont absolument grandioses. C'est bouleversant de réalisme. La couleur est parfaite. Et malgré l'esthétisme de ce film qui est quand même proche de la perfection, j'ai envie de dire que sur les 2h14 de film, j'en aurais coupé 1h40. Ah oui, quand même. Oui, ça fait quand même un bon... J'aurais bien élagué. Ça fait un moyen métrage. Non, j'aurais un petit peu élagué. C'est un film qui se rapproche par moments du documentaire de la vie des femmes en 1915. Ces femmes courageuses qui ont pris la place de ces hommes partis à la guerre. Mais en fait, c'est un film qui pourrait montrer le travail de ces femmes. N'importe quelle guerre, parce que quand il n'y a plus d'hommes, on est bien, nous, les femmes, obligés de prendre la relève. Et c'est très bien montré. C'est trop bien montré. Et c'est très et trop long, ce qui est vraiment dommage et ce qui gâche un peu le film. Puisque sur les 2h14 de film, j'ai dû passer 2 heures à regarder ma montre toutes les 5 minutes. Ah oui. C'est long. Oui, c'est long. Et malgré tout ça, l'esthétisme est beau. La beauté visuelle est vraiment sublime. Mais ça n'a pas réussi à m'émouvoir, à me transporter. Et j'ai trouvé ça ennuyeux et barbant. Ça va, j'ai quand même bien résumé le truc. Donc ennuyant. Oui. Et ce qui est dommage. Barbigneux. Alors, dans la salle, j'ai rencontré quelqu'un. Et là, tu n'étais pas la seule à rire. Non, alors, et là aussi, j'ai rigolé, bizarrement. Oui, parce qu'il y a une scène d'amour galant qui frôle vraiment le nanar, avec notamment de la mousse aussi. Je vais pas te voilà, et on va pas en dire plus. On a passé notre dernier quart d'heure à faire des hypothèses de la fin. Donc, il a perdu, j'ai gagné.
Je te laisse la parole, Maxime. Vite fait. C'est l'instinct féminin, le ça. Le problème du Beauvois, c'est que oui, je comprends que vraiment, parce que l'accueil est vraiment, on va dire, un peu disparate, parce qu'il y a d'un côté ceux qui adorent le film, de l'autre côté ceux qui le détestent. Je comprends, parce que si on prend tous les postes un peu isolément, bon, à part quelques petites scènes, notamment la scène d'amour galant qui frôle un peu le nanar, le film, c'est très bien. C'est un portrait justement de ces années-là, 14-18, vu par les femmes qui sont restées à l'arrière. Qui sont pas restés à l'arrière, qui font tourner la maison, la ferme. Qui sont pas justement. Quand je dis rester à l'arrière, c'est-à-dire rester dans le civil, qui n'ont justement pas fait la guerre, qui ont justement tenu les villes et les campagnes. Mais voilà, c'est un très beau portrait. Les actrices sont sublimes. Je rejoins Nathalie là-dessus. Mais le souci, c'est que ça aurait pu être soit une exposition de peinture, ça aurait été je pense, ça aurait été mieux que ça soit une exposition de peinture, soit un livre de photographie, voilà, où il aurait un peu pioché, parce que la photographie de Caroline Champelier est exceptionnelle, vraiment. Je pense que avait déjà fait la photo des Hommes et des Dieux déjà, qui est pour moi l'une des meilleures directrices photo de France. Ah mais je l'ai dit, la photo est sublime, vraiment. Voilà, c'est léché, c'est propre. C'est pas je peux pas dire que ce soit mauvais. Je dis que c'est une proposition de cinéma d'autre temps. C'est une proposition de cinéma d'autre temps. Disons que Xavier Beauvois, en mai 2016, avait nitraté Mad Max Fury Road, et je comprends pourquoi. Parce que justement, c'est l'exact opposé de Mad Max Fury Road. Xavier Beauvois avait pas aimé Mad Max Fury Road. Il l'avait dit sur Twitter, où il y a eu un grand débat de 4 jours pendant le Festival de Cannes, où il s'est amusé à répondre un peu. Ce sont deux styles de films diamétralement opposés. Mad Max et Les Gardiens. Non mais c'est l'exact opposé. Dis-toi, j'ai eu l'impression de revivre l'arbre au sabot en 2017. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Mais par contre, franchement, rien que pour tu veux passer, on va dire, 2 heures tranquilles, voir des très très beaux paysages avec une image super léchée, avec... tu mets France 5. Tu mets National Geographic. Non, et tu mets ces 2 actrices qui vivent en ce moment un truc quand même pas évident, et je trouve que, franchement, elles sont sublimes, vraiment. D'accord. Vraiment. Donc on conseille d'y aller pour les actrices et pour les photos. Ah oui. L'image. D'accord. Ça fait cher l'image. Ça fait cher. Oui. Ouais, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. C'est comme moi, j'ai adoré Blade Runner 2049, sauf l'histoire. J'ai tout adoré sauf l'histoire. C'est problématique, hein. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Eh bien, on enchaîne. Oui, tu enchaînes, tu finis avec tes deux navets. Ou t'as un poireau et un navet. C'est pas des navets. Il va les défendre. Je vais pas les défendre. C'est un immense gâchis, et l'autre, c'est une douleur. Je vais commencer par la douleur pour finir sur une petite note sur le positive. gâchis, bien sûr. Donc Marilyn de Guillaume Gagné. Alors, j'avais adoré, mais quand je dis adoré, Guillaume et les garçons à table. J'avais trouvé que c'était vraiment une comédie d'une sensibilité et d'une drôlerie immense. Et là, il passe à Marilyn. Donc je comprends, c'est un projet qui lui tenait à cœur depuis plus de 20 ans. Mais vous allez très vite comprendre au niveau de l'histoire que le film, c'est totalement diamétralement opposé à Guillaume et Garçon à table. En gros, Marilyn a grandi dans un petit village. C'est pas la suite, hein, donc c'est un peu normal. C'est un autre film. Oui. Voilà. A grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais personne et vivaient les volets clos. À 20 ans, elle monte à Paris pour devenir comédienne. Mais elle n'a pas les mots pour se défendre. Elle est confrontée à tout ce que le métier et le monde peuvent avoir d'humiliant, mais aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une femme modeste, d'une blessure. Oui, je trouve que t'as un petit peu de... Je trouve que le ton est légèrement moqueur. C'est du Zola qui essaie d'être léger. Je peux pas dire mieux, je peux pas le résumer mieux. C'est du Zola qui essaie d'être léger. C'est-à-dire que pour moi, Gallienne a voulu aller vers le drame, ce que je salue. Mais le truc, c'est que l'histoire est tellement misérabiliste. D'accord. Et le portrait, en fait, on a vraiment l'impression qu'il prend des moments clés sans faire de liant entre, au final, qu'en gros, on a non seulement aucune attache, on a du mal à avoir de l'empathie positive pour le personnage, c'est-à-dire qu'on a du mal à la voir autre chose qu'une pauvre actrice qui est en train de subir un peu tous les événements qu'elle rencontre. Bon, je dis ça globalement, il y a quelques moments qui font douter, mais globalement c'est ça. Et en plus, à chaque fois qu'il essaie d'adopter un ton un peu plus laissé dans les scènes, ça sonne faux. Alors certes, je suis d'accord
qu'Adeline Dermy, qui est une actrice que j'adore, qui est à la Comédie Française, est très talentueuse, et que Vanessa Paradis est sublime dans une sorte de réminiscence de Jeanne Moreau. Mais sur 1h47 de film, il doit y avoir 10 minutes de moment de grâce pour 1h30 et 1h30 de douleur. Tu vois, on se rejoint. Ah, vous êtes dur. Tu l'as vu ? Non. Ah non, mais non, j'ai pas eu le temps. Quand Voilà, elle Trouve-moi travaille. le temps. Allez, et maintenant, on va plonger. je vais parler de la plus grosse frustration que j'ai eue sur les 7 films, c'est Plonger, qui est le 3e long métrage de Mélanie Laurent. Donc cette fois-ci, après justement Les Adoptés et Là c'est bon, Respire, que je recommande, qui est vraiment pas mal, surtout si on veut s'intéresser sur les violences scolaires. Donc cette fois-ci, elle adapte le roman de Christophe Ono Di Bio, qui raconte l'histoire d'amour totale et dysfonctionnaire entre Paz, une artiste espagnole avide de liberté, et César, un ancien reporter de guerre qui rêve d'une vie plus posée. Cette équipe précaire va se briser au moment où Paz va décider de tout quitter après qu'elle ait mis au monde leur enfant. Donc je vais être très rapide et très clair. Ah oui, t'as une minute. C'est, malgré un symbolisme un peu pompier par moment, la mise en scène de Laurent est sublime, vraiment. Elle rend le film incroyablement beau et sensoriel, mais le scénario, c'est un immense brouillon caricatural. La première partie où l'on voit un peu comment construire leur couple et l'enfermement de Paz dans sa vie de bourgeoise est totalement bâclée et évacuée au forceps. Et la seconde partie où César part à la recherche de Paz, pour ne pas trop spoiler, ne m'a provoqué aucune empathie pour le personnage de César, car le truc c'est qu'on le voit peut-être 10 minutes dans tout le film et il est vraiment... il a l'épaisseur d'une feuille de papier toilette, et en plus avec Gilles Lelouch qui est soit en sous-jeu soit en sur-jeu, ça fonctionne pas. Le seul point positif dans l'actif, c'est par contre Maria Valverde qui est incroyable dans son rôle. Voilà. Ok. C'est une immense frustration parce que le film est vraiment, en termes de mise en scène, incroyable. Ok. Vraiment, je le dis. Eh bien, si vous voulez aller au cinéma, se prendre une bonne frustration, Au Pâté Liberté. allez au Pâté Liberté pour voir Plonger et le reste. Voilà. En espérant qu'on vous a donné Envie d'aller au cinéma. d'aller au cinéma tout de même. Il y a quand même de belles choses. Voilà. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, Dans 2 semaines. si tout va bien. Dans 15 jours. Voilà. Un grand merci à tout le monde pour votre indulgence aussi et votre amitié. Et puis on se retrouve dans 2 semaines et bien sûr on vous laisse dans les mains expertes de Foundation.